Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'Ivalto. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la dématérialisation des factures, donc le point sur la réforme et la roadmap de notre ERP d'Ivalto Infinity dans le cadre de cette réforme. Nous sommes deux intervenants. Bonjour Vincent, comment vas-tu aujourd'hui et qui es-tu? Bonjour, je vais bien, merci Christian. Je suis Vincent Laurin, directeur produit ERP depuis quelques années. Très bien. C'est aussi un de nos plus grands spécialistes du sujet. Et moi-même, Christian Dino, qui suis en charge du marketing produit sur nos différentes offres CRM et ERP. Alors, au sommaire, aujourd'hui, ça va être assez dense. On va parler de plein de choses, hein, grosso modo. Sachez que c'est la première étape d'un lot de 3 webinaires qu'on va faire. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de démonstration. On va recadrer les choses, notamment redonner du contexte, expliquer d'où vient cette réforme, quelles ont été les étapes préalables, les étapes qui sont déjà planifiées, comment Divalto s'est préparé à cette réforme, ce qui est prévu, comment vous allez pouvoir avoir une version de votre ERP qui sera compatible avec la réforme. Et bien évidemment, on répondra à l'ensemble de vos questions que vous pourriez nous poser sur ces différents sujets. Donc ça va être essentiellement Vincent qui va parler et moi je serai aux manettes derrière l'outil questions que vous avez dans GoToWebinar qui va vous permettre de poser à tout moment vos questions. Lorsque je verrai une question auquel je peux répondre, je répondrai directement. Sinon, je poserai la question à Vincent à certains moments de sa présentation. Et également, je rappelle que le webinaire est enregistré. Il vous sera rediffusé sur YouTube et on vous fera parvenir ce support. Et à la toute fin du webinaire, on vous redonnera les dates des 2 webinaires de démonstration où on va un peu plus loin sur 2 sujets, la démat entrante et la démat sortante. On va procéder en plusieurs temps, donc je vais parler quand même pas mal d'infos générales sur la réforme. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà très informés, il y a énormément de choses aujourd'hui à disposition, il y a une multiplicité de conférences, de webinaires qui sont organisés sur le sujet. Donc j'ai repris un certain nombre de sujets pour repositionner le contexte. Et puis ensuite, on mettra des focus sur les sujets qui sont le contexte, l'objectif, les avantages, tout ce qui est reporting, le format des factures, les cycles de vie. On parlera d'opérateurs, de dématérialisation, de plateformes publiques, de PDP, bon, le fameux schéma en Y. Je ferai un focus sur le e-reporting parce que c'est souvent quelque chose qui est méconnu. Et puis, je parlerai ensuite de la roadmap de Divalto Infinity, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous allons faire, et puis comment on peut répondre effectivement à ces enjeux. Et après, on reparlera quand même de quelque chose qui est important, qui est l'anticipation, et on verra pourquoi il est intéressant d'anticiper le sujet. Alors, pour parler d'objectifs et de concepts et d'avantages et de calendrier, rappeler pourquoi finalement cette facturation électronique est lancée pour être, je dirais, généralisée dans l'ensemble des entreprises assujetties. On va dire que voilà, c'est quand même un projet qui remonte à une dizaine d'années pratiquement, hein, puisque en lançant la plateforme Chorus Pro et en mettant en œuvre progressivement l'obligation de l'utiliser pour toutes les entreprises qui émettent des factures vers des établissements publics, eh bien, et aussi pour répondre à des tendances et à une réglementation européenne qui pousse à la dématérialisation des factures, ben voilà, il y a eu un texte de loi qui a abouti avec, bien sûr, en perspective plusieurs choses. La première, bien sûr, la plus importante et la plus évidente, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et diminuer effectivement, puisque ça, c'est quelques milliards en Europe qui s'évaporent tous les ans. Et puis, bien entendu, le fait de collecter ces factures permettra de pré-remplir finalement les déclarations de TVA des entreprises. Bien sûr, derrière, il y a d'autres choses. Hein. C'est aussi quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a une charge administrative qui va diminuer et vraiment des gains de productivité qui sont intéressants. On verra tout à l'heure les aspects avantages. Un autre aspect aussi très important qu'on ne voit pas toujours, mais ça permettra finalement à l'État de connaître vraiment quasiment en temps réel
l'activité des entreprises selon les domaines, hein, puisqu'elle capte toutes les infos, elle aura les informations sur les entreprises, elle sera capable effectivement sur tout ce qui est décision politique économique d'avoir une info très précise. Voilà, donc ça c'est des grandes tendances sur les objectifs de cette facture électronique. Après, on sait clairement, et on peut déjà le constater, même certains pourront peut-être témoigner, je vois un page blanche, je pense que c'est plus le cas, hein, parce Non. que ça c'était après, ouais, d'accord. Bien sûr, il y a des bénéfices directs, hein. Alors les gains de temps et de productivité, ça c'est assez important puisque lorsqu'on imprime une facture, qu'on la met sous pli, c'est un coût relativement important, hein. On peut atteindre pas loin des 10 euros de la facture, alors qu'une facture dématérialisée coûte moins qu'un timbre poste. Donc ça devient intéressant ce ratio. Et les ROI, pour ceux qui ont pu mettre en œuvre notamment les flux sortants, c'est que les gains sont extrêmement rapides et garantis. Il y a une notion qui est très intéressante aussi, c'est que si on rentre sur une dématérialisation de la chaîne comptable, eh bien là aussi, on optimise le traitement des factures fournisseurs, on fiabilise, on limite les erreurs, on règle plus rapidement, et donc c'est quelque chose qui a aussi des vertus assez conséquentes. Le fait de s'y mettre dès aujourd'hui aussi, ça modernise l'image de l'entreprise, hein. Nonobstant le fait de gagner du temps et de l'argent, on modernise son image. Et bien entendu, quand on passe par toutes les problématiques pas des problématiques, mais la dématérialisation des factures fournisseurs, on rentre dans une logique d'optimisation de processus métier, on trace les documents, on intègre, on a une piste d'audit fiable beaucoup plus performante. Donc ça a vraiment des choses vertueuses. Et puis on anticipe aussi les évolutions légales. Donc il y a de gros intérêts qui se cachent derrière toute cette mécanique, et si on y anticipe, c'est plutôt intéressant. Le calendrier, effectivement, c'est pas 2020 à 2026 comme on pourrait le croire, hein, c'est quelque chose qui date, comme je le disais, de pratiquement 10 ans, puisque les premières ordonnances remontent à 2013, donc il y a eu le chemin jusqu'en 2020 pour rendre obligatoire les factures émises vers des organismes publics qui sont aujourd'hui dématérialisées et positionnées sur la plateforme d'État Chorus Pro. Et donc, au vu de ce qui s'est passé, l'objectif a été de mettre en œuvre progressivement la facture pour tous les assujettis. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, sur 3 étapes. Une première étape qui va être le 1er juillet 2024, qui sera l'obligation à tous d'être en mesure de réceptionner des factures dématérialisées, donc on fera le focus là-dessus. Les grandes entreprises, elles, vont être obligées d'émettre des factures dématérialisées à cette date, et c'est aussi, en même temps qu'on émet les factures dématérialisées, on doit aussi émettre ce qu'on appelle le e-reporting dont je parlerai, puisqu'on ne va pas se contenter d'envoyer que les factures, mais d'autres informations. Au 1er janvier 2025, ce seront les ETI, et au 1er janvier 2026, ce seront les PME et les TPE-TPI. Donc ce qui est très important à noter, c'est que la taille de l'entreprise, elle est selon le critère d'entité légale sur la base du SIREN, hein. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe d'une multitude de PME, chaque PME sera prise en compte. C'est pas l'ensemble du chiffre et la totalité du nombre de personnes du groupe qui va définir s'il s'agit d'une grande entreprise ou d'une ETI ou d'une PME. Voilà, donc ça c'est une notion qui est assez importante, donc ce qui fait que majoritairement les PME sont concentrées sur le 1er janvier 2026, sachant que au 1er juillet 2024, vous serez tous obligés d'accepter les factures dématérialisées, on ne pourra pas les refuser comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça c'est une notion importante. Alors on va parler maintenant du fameux reporting. Qu'est-ce que c'est que ce reporting à l'administration fiscale ? Quels sont ces formats de factures qui vont exister, et puis une notion qui est importante, que je vais tout de suite mettre en évidence, c'est le cycle de vie, puisqu'on va pas se contenter d'envoyer des factures, mais on va aussi devoir informer du traitement et du suivi de ces factures. Alors ce reporting à l'administration fiscale, effectivement, il est composé de plusieurs choses. La facture électronique, donc là, c'est clair, c'est une obligation pour les factures émises sur des assujettis, entre assujettis en France, on est d'accord, c'est du B2B, ce qu'on appelle le B2B, de transmettre ces factures à l'État. Ensuite, il y a une autre notion qui est le e-reporting. Alors les factures, c'est une chose, le e-reporting, c'est le fait d'envoyer les éléments concernant les transactions non domestiques qui ne se passent pas sur la France, c'est-à-dire les importations, des exportations, et également, si vous le voyez sur la dernière ligne de ce pavé,
en B2C, c'est-à-dire si vous êtes aujourd'hui amené à effectuer des opérations avec des non assujettis, que ce soit du particulier voire des organisations, ben vous allez devoir transmettre des informations sous un autre format qu'une simple facture, de manière à ce que tout ce qui concerne les éléments de TVA soit complet et permettre de pré-renseigner cette partie, puisque l'objectif, bien entendu, je le rappelle, c'est de gérer tous les éléments liés à la TVA. Et puis en bas, vous avez un dernier pavé qui est la transmission des données relatives au paiement, donc notamment pour les prestations de services. Hein, et ça, c'est très important au travers de fichiers qui seront structurés, qui ne seront pas des factures. On va transmettre des informations concernant les données de paiement. Alors, quand on fait le focus sur ces fameuses transmissions des données de paiement, souvent on se pose la question. Déjà, ça concerne les prestations de services, hein, sauf si vous avez opté bien sûr pour une TVA sur les débits. Et donc, ces prestations de services qui ont donné lieu à une facture électronique entre professionnels ou au profit de personnes non assujetties, mais il va falloir transmettre effectivement ces informations. Donc, les données de paiement sont nécessaires pour déterminer l'exigibilité de la TVA, comme c'est écrit. Et donc, les données de paiement à transmettre, elles seront transmises par le prestataire, donc ça on en parlera, même en cas d'autofacturation. Le client n'a pas à transmettre d'informations sur le paiement de l'administration. Donc on verra que ce qui va changer aujourd'hui dans le modèle, c'est qu'on va pas pouvoir, par exemple, déposer une facture directement à l'administration. On passe par une plateforme publique de facturation, dont je parlerai tout à l'heure, qui permettra effectivement de véhiculer l'info vers l'administration fiscale. Et donc les données sont à transmettre, on verra par période. Donc là, je ferai un petit focus sur la fréquence et la périodicité qui dépendent de votre niveau d'imposition, et par numéro de SIRET. Donc ça, ce sont des choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on parle de facture électronique. Il n'y a pas que la facture, il y a bien d'autres informations qui seront à transmettre. Alors, quand on parle de format de la facture, l'État, enfin on va dire la DGFiP et la IFE, qui est l'Agence pour l'informatique financière de l'État, ont prévu 3 formats de facture. Alors, les retenez pas forcément, hein, il y a ce qu'on appelle du C2I, de l'UBL et du fameux FactureX. Ce sont les 3 formats qui pourront être interprétés et donc lisibles et traitables par la plateforme d'État. Donc, ce qui veut dire que toutes les entreprises devront être en mesure d'émettre, au jour où vous devez émettre, vous devez être en capacité d'émettre sur un de ces formats-là. Et en plus, par contre, à partir du 1er juillet, vous devrez être capable de recevoir les factures électroniques dans ces 3 formats, puisque l'ensemble de vos fournisseurs peuvent vous émettre des factures selon ces éléments-là. En plus, là-dedans se rajoute une norme qui est la 16931, qui est une norme qui est commune finalement au C2I, au format C2I et UBL, et qui est une norme qui permet effectivement de dresser, on va dire, une codification commune à l'ensemble pour que chacun comprenne de quoi il s'agit lorsque l'on reçoit une facture. Alors je vais faire un petit focus sur FactureX. Pourquoi ? Parce que FactureX, c'est un format qui est très intéressant, parce que notamment sur les phases transitoires, hein, c'est un format lisible par un humain et par une machine, c'est-à-dire traité par un algorithme. Pourquoi ? Parce que c'est un PDF accompagné d'un flux de données structuré, ce qu'on appelle un format XML, et au sein de votre PDF, quand vous ouvrez votre PDF avec un outil comme Acrobat, on pourra le voir tout à l'heure, hein, je pourrais vous le montrer, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre sur le côté, vous voyez, vous avez un flux XML, tout comme vous pourriez avoir des pièces jointes et des choses de ce type-là, qui sont finalement intégrées au sein de ce PDF. Et ça, c'est assez intéressant, et c'est un format qui a été mis au point depuis très longtemps, enfin depuis quelques années, avec la France et l'Allemagne, et qui est pratiquement le plus utilisé en Europe, puisque une grande majeure partie des acteurs allemands et français sont basés sur ce format-là. On en parlera tout à l'heure, de nouveau, dans la suite. Bon, la 16931, pour ceux qui sont vraiment passionnés, c'est pas forcément une lecture évidente, mais qui met en évidence effectivement toutes les données que gère cette norme, de quelle manière elles sont constituées et comment elles sont regroupées. Donc on retrouve toutes les règles existantes dans ce support, disponible gratuitement, hein, contrairement à certaines normes. C'est une norme qui est gratuite, et même sur le site de l'AFNOR, vous pouvez la télécharger, elle est à 0 €. Ensuite, il y a une autre notion qui va être très importante, hein. Je vais émettre des factures, je vais émettre un certain nombre d'informations, et je vais devoir aussi transmettre
des éléments de paiement de statut du cycle de vie de ma facture. Donc voilà ce qui a été prévu en termes de statut. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Je peux déposer une facture, je peux la compléter, je peux l'encaisser. En tant qu'acheteur, je peux la recevoir, je peux la rejeter, je peux la prendre en charge, je peux la suspendre. Enfin, vous voyez tous les formats. Et puis avec les petits points verts, ce sont les statuts obligatoires. Il sera obligatoire de préciser qu'une facture a été déposée. Si elle est rejetée, il faudra absolument le signaler. Si elle est refusée également, et si elle est encaissée. Donc voilà, ça, ce sont des statuts obligatoires. Les autres sont fortement conseillés. Il est évident que ce seront des choses à prendre en compte. Là aussi, ça veut dire que finalement, si je reçois une facture d'un fournisseur et que vraiment il y a un problème et je peux pas l'accepter, je vais la rejeter. Si elle est rejetée par la plateforme, je vais aussi avoir l'information comme quoi elle est rejetée. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont permettre de comprendre comment avance une facture des deux côtés, finalement, côté fournisseur et côté acheteur. Donc ça donne aussi de la lisibilité et de la transparence pour tous. Et puis, bien entendu, on imagine bien que ça va permettre aussi à l'État de calculer les délais moyens de paiement et peut-être pourquoi, comme les radars, automatiser la verbalisation des entreprises qui respecteront pas les délais et les échéances. Bon, enfin ça c'est une interprétation qui n'engage que moi, hein, ce n'est pas une certitude. Voilà. Alors, quand on parle de cette facture électronique, là je vais venir vers finalement l'apparition de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on va dialoguer entre deux entreprises, un client, un fournisseur, je passe une commande, je livre, j'émets une facture, je règle cette facture, ça se passe entre deux structures. Demain, il y a d'autres acteurs qui vont entrer en ligne de compte. Le premier, c'est ce qu'on appelle la plateforme publique de facturation électronique. Donc, ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Chorus Pro, ça va devenir finalement une plateforme B2B2J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont déposer leurs factures émises vers un client au travers de la plateforme Chorus Pro, qui elle-même va alimenter la plateforme d'État. C'est-à-dire que les informations traitées par l'AIFE pour le compte de la DGFiP passeront par cette plateforme publique. Donc on se retrouve effectivement avec une entreprise qui va émettre une facture, qui va passer par cette plateforme publique pour arriver ensuite à l'administration fiscale. Mais entre les deux, il peut y avoir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en France, on a déjà ce qu'on appelle des opérateurs de dématérialisation. Si vous faites par exemple de l'EDI normalisé parce que vous travaillez dans le monde de la grande distribution ou de l'industrie automotive autour du monde de l'automobile, vous avez déjà des flux dématérialisés, extrêmement avancés et qui existent et qui sont traités. C'est-à-dire que vos factures, vous les émettez pas directement vers votre client, mais ça passe par un opérateur de dématérialisation qui transmet votre facture dématérialisée à votre client, qui lui est capable de l'interpréter et de la traiter. Donc il y avait déjà ces acteurs qui sont très présents sur le marché, et donc l'État a pris en compte cette notion-là, et donc il y a un nouveau statut qui va apparaître, qui sont des plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont quoi? Ce sont des entreprises qui vont qui vont être affiliées, attestées, qui vont être validées, auditées et qui bénéficieront effectivement du droit, et ce seront les seuls qui pourront directement déposer les informations en garantissant à un tiers de confiance. C'est-à-dire que vous pouvez déposer vous-même une facture sur la plateforme publique, mais seules les factures qui sont émises au travers d'une PDP ont une valeur légale. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une notion qui est très importante. Donc cette plateforme de dématérialisation va nous permettre effectivement d'apporter un petit peu plus que juste transmettre la facture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux effectivement envoyer ma facture vers ma PDP que j'aurai retenue, qui sera capable à ce moment-là d'alimenter la plateforme publique de facturation, qui elle-même alimentera l'administration fiscale. Mais je vais aussi lui envoyer mes éléments de caisse si je fais du point de vente, et je vais lui envoyer aussi toute l'avancée du traitement de mes factures, donc le fameux cycle de vie et les informations de paiement, qui vont aussi passer par la PDP pour arriver finalement sur la plateforme publique et bien sûr après dans les sites et dans les informations que traite l'administration. Alors pour faire ça et pour pouvoir dialoguer, ce qui est intéressant aussi, c'est que les plateformes de dématérialisation partenaires seront les PDP, seront également capables d'émettre directement la facture à destination d'une aide PDP pour qu'elle la dirige directement vers le client.
C'est-à-dire que je suis fournisseur, j'émets une facture, je la donne à ma PDP, qui va la donner directement à une autre PDP, qui va la restituer à mon client, et la PDP, bien sûr, va ensuite déposer l'information, au même moment, peu importe, vers le portail public de facturation. Et pour cela, eh bien, il va y avoir un annuaire des entreprises. Donc, on peut parler d'un fichier centralisé géré par l'administration fiscale, et dans lequel on aura des informations qui me permettront d'identifier, grâce aux sirènes et un certain nombre d'informations, l'entreprise et là où les PDP avec lesquels elle travaille, puisqu'en plus une entreprise pourrait éventuellement choisir plusieurs PDP. Alors cette notion de PDP est très importante et je mettrai un petit focus après pour mettre en évidence quel est l'intérêt de passer aussi par ces PDP. Cet annulaire, la mise à jour de cet annulaire ne pourra également être faite que par des PDP. Les opérateurs de démat non affiliés ne seront pas en mesure de pouvoir mettre à jour cet annulaire. Ce sera de la mise à jour manuelle sur le site. Alors, ça nous amène effectivement à un mode de schéma. Juste pour te permettre de souffler, si tu reviens juste un peu en arrière ou boire un peu d'eau, Vincent. On a vu plein d'acronymes, mais les deux gros importants, c'est PPF, PDP. Mais là, je vois un B2B2G. Alors, je sais ce qu'il y a derrière le G, mais c'est quoi le G déjà? Le G, c'est gouvernement. Alors, B2B, ça veut dire j'émets une facture vers un client et cette facture va arriver vers le gouvernement. C'est ça, B2B2J. C'est simplement, effectivement, cette plateforme publique qui va permettre de transférer les informations émises par une entreprise en termes de facture vers les serveurs de l'administration fiscale. L'objectif étant de traiter tous les flux factures émis en France. Donc là, on a aussi des points d'innovation qu'on verra peut-être un peu plus tard, qui est justement que ces plateformes PDP vont permettre d'avoir des nouveaux canaux de discussion entre les entreprises, clients, fournisseurs également, et donc effectivement avec l'État sur la partie déclaration remontée de toutes ces informations, d'où le B2B2G. Donc sachant qu'en fait on connaît le B2B2C pour le customer, bah là on en a un nouveau qui est arrivé d'acronyme. Je vais te laisser reprendre. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui a été fait depuis 2017 à 2020 sur la facture dématérialisée pour les organismes publics, c'est ce qu'on appelle du B2J. C'est-à-dire, j'émets une facture vers une entité publique, c'est du B2J. Voilà. Voilà, donc pour creuser un petit peu tout ça, donc le fameux schéma en Y. Alors celui-là, on va le détailler au travers des différents scénarios. Quand on regarde le schéma qui se présente sur la droite, on voit un fournisseur, on voit un acheteur, enfin on en voit même deux. On voit des fournisseurs et des acheteurs qui passent par effectivement, alors je sais pas si on voit la souris, non, si on voit la souris, voilà, par ce petit atome qui n'est qu'une PDP, donc un intermédiaire qui va être capable effectivement par une facture que j'émets d'envoyer cette facture au travers de la PDP auquel est rattaché l'acheteur. Donc la facture va lui parvenir au travers de sa PDP. Donc il y a une notion d'interopérabilité entre les PDP et on voit que les deux sont capables bien sûr d'envoyer les informations sur la plateforme publique qui elle-même va aller alimenter l'administration fiscale. Mais on voit aussi que certains acteurs peuvent être directement connectés à la PPF. Donc on verra les avantages de passer par une PDP ou de passer directement par la PPF. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec plusieurs schémas. Un premier schéma qui est, je peux avoir une logique de client-fournisseur qui sont tous les deux connectés à la PPF. Donc je vais envoyer ma facture pour mon client à la PPF et mon client va la récupérer sur la PPF pour l'entrer dans son système d'information. Ça, c'est le schéma le plus simple. Ensuite, je peux avoir un fournisseur connecté à la PPF qui émet sa facture pour un de ses clients. Par contre, lui, ce client travaille avec une PDP et donc c'est la PDP qui va récupérer les informations pour les pousser dans le système d'information de l'entreprise en question. Un petit décalage sur la souris, donc la souris n'est pas exactement au bon endroit, mais c'est pas très grave. Oui, je vois. Il faut que je regarde l'écran et pas le lien. C'est ça. Ouais. Voilà. L'écran principal. Voilà, donc ça c'est un autre cas de figure. Bien sûr, on a l'inverse, c'est-à-dire le fournisseur qui émet sa facture par le biais d'une PDP, qui bien sûr, il identifie l'entreprise, il voit que cette entreprise n'est pas affectée à une PDP, donc il se contente de la déposer sur la plateforme publique, et l'acheteur, lui, va récupérer sa facture sur le portail public pour l'intégrer dans son système. Et puis, on a bien sûr le cas où les deux sont sur des PDP,
et qui va effectivement permettre de dialoguer directement entre elles. Ce qui est important et qu'il faut bien comprendre, il y a vraiment des valeurs légales qui sont affectées à ces fameuses PDP, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui étaient candidats, enfin pas de gens, mais de sociétés candidates pour être PDP. Compte tenu des exigences qui sont fortes, hein, il faut être SecNum Cloud, il faut une ISO 27001, donc c'est des certifications sur du cloud souverain, c'est de la certification sécurité extrêmement élevée. Le nombre de candidats a diminué, je crois qu'aujourd'hui il y en a une trentaine qui sont candidates, il y en aura peut-être plus, on verra à terme, ou moins, ça on ne sait pas encore, puisqu'il va falloir passer toute une série d'audits pour être certifié et affilié et bénéficier, puisque derrière ils vont avoir une responsabilité très forte, hein. C'est eux qui garantissent la qualité de l'info, c'est-à-dire que si une info n'est pas bonne, c'est eux qui vont être mis en cause, c'est eux qui vont garantir la sécurité de l'accès à l'annuaire public, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont rattachées derrière ces plateformes de démat. Alors justement, c'est la question qu'on peut se poser au travers de ce petit schéma qui est un petit peu sympa, c'est est-ce que je passe par un opérateur de dématérialisation qui va me mettre à jour mes informations sur mon portail public, ou est-ce que je passe par une PDP? Et là, c'est effectivement une question qui est posée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme publique, hein, la PPF, elle assure un service minimum. Elle ne traite que les formats du socle, elle ne fait pas de signature électronique, elle ne fera pas d'EDI, elle n'est pas tiers de confluence. Pour qu'un opérateur de démat puisse déposer vos factures sur la PPF, il faudra lui donner et lui accorder un mandat. On ne pourra pas le faire comme ça. Et pour être PDP, il faut être en capacité de faire des factures électroniques en émission et en réception. On ne peut pas être uniquement PDP en entrée, PDP en sortie. On doit être sur l'ensemble de la chaîne et bien sûr traiter aussi toute la partie e-reporting. Donc on voit déjà que si on passe par une PDP, on va avoir quelque chose qui est assez important, c'est que c'est un tiers de confiance. Donc ça veut dire qu'il y a une garantie, une sécurisation, et ça joue aussi sur des aspects comme la piste d'audit fiable. Donc l'intérêt de l'avantage de la PDP, donc ça c'est une information que nous on vous pousse, hein. Après on parlera de notre position sur ces sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est seule la facture transmise via la PDP ou la PPF est reconnue légalement. C'est-à-dire que une facture transmise par un OD n'est pas reconnue légalement, hein. S'il y a un conflit ou quoi que ce soit, la PDP, elle, par contre, garantie et reconnue comme une facture transmise par une PDP sera reconnue légalement. Une PDP, elle a aussi la possibilité d'utiliser dans son circuit des autres flux que ceux du socle, hein. C'est-à-dire que si vous faites de l'EDI, un opérateur d'EDI, ben, il va récupérer son flux EDI et lorsqu'il va alimenter la PPF, eh ben, il va le mettre dans un des trois formats que traite la PPF, alors que la PPF ne traite pas de l'EDI normalisé, par exemple. Donc, voyez l'intérêt de passer aussi au travers de toute cette mécanique. Et puis après, elles vont rajouter, elles vont mettre à disposition d'autres choses, comme l'archivage à valeur probatoire. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Elle va respecter les conformités de sécurité. Elle permettra de faire les mises à jour et les inscriptions à l'annuaire. Voilà, donc il y a une notion qui est très importante. Et notamment si vous effectuez, et si vous êtes dans une logique d'international, si par exemple vous émettez de la facture vers l'Italie, elle sera capable de dialoguer avec la plateforme publique d'État italien pour déposer les factures là-bas, qui vont ensuite être transmises vers le client final qui se trouve en Italie. Ce qu'il faut savoir, pour citer l'Italie, c'est que l'Italie a un modèle où tout passe, il y a un Chorus Pro, point. Il n'y a pas de PDP, il n'y a pas d'opérateur de démat, tout passe par la plateforme d'État. Et donc, l'intérêt des PDP, c'est qu'elles sont capables de dialoguer avec les autres PDP, les autres plateformes publiques, pardon, dans les différents pays. Et puis aussi, il y a une notion que vous pouvez avoir en perspective, notamment quelque chose qui va arriver assez rapidement, hein, c'est le order X. Le order X, c'est l'équivalent de la facture X pour les commandes. C'est-à-dire que si vous émettez vos commandes, demain, vous pourrez les passer par la PDP, elles arriveront chez votre client et votre client pourra intégrer directement sa commande dans son système d'information grâce à une normalisation aussi des formats de commande. Donc ça amène d'autres choses sans être dans une logique de DI, puisque les gens qui font de l'EDI ne se posent même pas ce genre de questions, mais pour des entreprises plus classiques. Donc il y a vraiment des avantages à passer par cette PDP. Voilà, donc ça c'était pour mettre en évidence ces rôles. Maintenant, on va faire un petit focus sur le reporting, puisque là il faut quand même... Ouais. Une question, Vincent. Ouais. Plus de DEB. Ah, pour le moment, on n'a aucune information sur le fait qu'il y aurait plus de DEB, hein, puisque la DEB étant une problématique européenne, là on est sur une problématique, j'allais dire, franco-française.
Donc, on n'a eu aucune information qui, pour le moment, nous dit que la DEB va disparaître. Donc, la DEB, pour le moment, est totalement maintenue comme la DES. Alors, ce e-reporting, donc là, vous avez un schéma qui est assez intéressant, qui permet de mettre en évidence toutes les transactions qui existent entre une entreprise et le gouvernement, entre deux entreprises ou une entreprise et du particulier ou des entreprises françaises ou internationales. Donc, vous avez en abscisse ordonnée les informations. Donc, en bleu, on voit ce qu'on connaît, qui est le Chorus Pro qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, on a le B2B avec l'échange électronique de factures qui va arriver. Et puis, il y a ce fameux e-reporting, qui est donc toutes les transactions qu'on va faire vis-à-vis de particuliers ou d'organisations, voilà, d'associations par exemple qui ne sont pas soumises à TVA, et également toutes les transactions que vous allez faire à l'étranger, quand vous allez acheter ou quand vous allez faire de l'export. Ces informations, il va falloir les synthétiser et les envoyer dans le e-reporting. Donc l'idée, les données sont assez similaires à celles qu'on va extraire des factures électroniques, à la différence que l'identifiant fiscal sera plus sirène, mais numéro de TVA intracommunautaire ou quelque chose qui permette d'identifier l'entreprise. Et puis, quand on garde les infos, voilà, elles vont dépendre de l'origine finalement de l'information. Là, on va avoir une diapo qui met en évidence d'où vient l'information qu'on va devoir transmettre. Alors, je vais directement passer à cette info. Et là, on voit effectivement, bien sûr, l'ERP est concerné, toute la partie compta, mais on voit, comme c'est le cas ici, tout ce qui est point de vente, les éléments du point de vente. Alors, bien sûr, on ne va pas envoyer le détail de chaque ticket, mais on va récupérer les éléments de ce qu'on appelle les tickets Z pour pouvoir faire ce e-reporting. Donc, il est assez important d'y mettre les factures internationales, les factures éventuellement B2C, c'est-à-dire que un client qui vous demande une facture, on va la transmettre. S'il est passé par exemple par un ticket de caisse et qu'ensuite il demande une émission d'une facture, ben on va pas envoyer l'info deux fois, donc il faut être capable de gérer ces doublons. Donc toute cette mécanique, vous voyez, est assez peut être vite assez complexe, puisque entre l'e-reporting B2C, l'e-reporting international vente, l'e-reporting des données de paiement et l'e-reporting international des achats, ça fait quand même pas mal d'informations. Et on voit que le RP dans tout ça, il est vraiment au cœur de tout ça. Si en plus vous avez une fonction caisse, qu'elle soit intégrée à votre RP ou qu'elle soit autonome, ben, il va falloir prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir synthétiser ces informations. Alors bien sûr, quand on regarde sur des logiques de B2C, on n'est pas sur le détail de l'identifiant de la personne. Ce qui nous intéresse, ce sont bien sûr les éléments de TVA, comme toujours. Et ça, c'est ce qui sera mis en évidence. Et donc, comment se fait cette déclaration et à quelle fréquence? Et ben là, vous avez, alors cette diapo vraiment, je vais pas y passer trop de temps. C'est simplement pour dire que ça dépend de votre régime, je dirais, d'imposition aujourd'hui. Et la fréquence, elle est liée vraiment, voilà, si je suis sur un régime normal mensuel ou trimestriel, en fonction de mes données de transaction, eh bien, je vais pouvoir les déclarer à le mois suivant, plus 10 jours, etc. Donc, ce tableau, vous l'aurez dans la presse et vous pourrez le récupérer. Donc l'e-reporting sera basé là-dessus. La transmission des factures, elle peut être faite au fil de l'eau. Par contre, l'e-reporting devra respecter ces éléments. Pourquoi? Ben, dans l'objectif de pouvoir préalimenter, bien sûr, toutes les déclarations de TVA. Vous vous en doutez bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de la roadmap de Deviato Infinity liée à cette réforme. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est un sujet qui nous occupe depuis déjà pas mal de temps. Alors déjà, la démat en tant que telle, ça fait depuis un moment qu'on en fait, mais c'est vrai que à partir du moment où le projet de loi a pointé son nez, on a commencé à regarder ça, et depuis 2019, on fait partie du groupe de travail et d'échange Numéum, donc c'est notre corporation professionnelle, qui est un interlocuteur de la Direction générale de la DGFiP, je vais pas épeler l'acronyme. Ça, c'est la première chose. Donc, pour être tout de suite informé et dans ces groupes de travail pour pouvoir agir, c'est à ce niveau-là, par exemple, et c'est dans ces groupes de travail que les opérateurs de dématérialisation ont été très actifs pour dire bon oui, mais nous là en France, on connaît déjà beaucoup et très bien la dématérialisation, et nous on peut pas disparaître au profit d'une plateforme unique qui serait celle de l'État, parce que vous n'allez pas traiter tout ce qu'on fait. Et donc c'est comme ça que le dialogue s'est mis en place et que les PDP sont arrivés.
Depuis 2 ans, on étudie le marché des plateformes candidates, hein, déjà au travers des partenaires que l'on a sur la dématérialisation et d'autres acteurs avec qui on était en relation, puisque ben, par exemple sur la démat des factures entrantes, donc les factures fournisseurs, on a un acteur de prédilection, mais il y a d'autres acteurs utilisés par des clients qui utilisent Divalton Infinity. Donc on a fait un petit peu le tour de ces gens-là pour voir un petit peu ce qui allait se faire et comment s'orienter finalement la stratégie de ces acteurs vers le statut de PDP ou non. Et on a réalisé aussi des maquettes de tests, donc ce qu'on appelle des proof of concept dans notre époque, dans notre jargon, pour valider qu'on serait capable, par exemple, sur un de nos partenaires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, qui a fait des choix technologiques différents pour pouvoir répondre aux exigences de la PPF, on a vérifié qu'on était capable de traiter tout ce qui était interface web API, un peu particulière pour être capable de dialoguer demain avec tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait depuis 2 ans. Ce que l'on a fait récemment, tout récemment, notamment fin 2022, c'est d'intégrer des bibliothèques de FactureX. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Et nous avons commencé la réalisation à l'émission de FactureX. L'émission et demain le traitement de la FactureX. Alors, pourquoi ce format? Ben parce que c'est un des plus répandus, parce qu'il est très intéressant, parce qu'il permet une lisibilité, hein, puisque derrière il y a toujours un PDF visuel, donc on a toujours une facture j'allais dire entre guillemets, au format classique. C'est pas que du flux dématérialisé. Et puis, ça nous permet aussi de choisir un format standard qui sera émis par l'ERP et qui sera une facilité pour pouvoir dialoguer avec les différentes PDP. Pourquoi? Parce que dans ce qui nous attend en tant qu'éditeur, c'est que effectivement nous allons préconiser des solutions. Hein. Vous avez d'ailleurs vu à plusieurs reprises le logo de Dokun, la source Dokun sur certaines de nos slides. Dokun, anciennement DP2I, qui est notre partenaire sur les factures dématérialisées et qui est donc candidat, qui est lancé sur la démarche pour devenir une PDP, donc qui traitera l'ensemble des flux entrant-sortant. Il faudra être capable, bien sûr, de dialoguer très facilement et nativement dans des formats compréhensibles. Mais on va avoir des entreprises qui ont déjà un opérateur de dématérialisation parce qu'ils sont déjà dans le EDI. On va avoir des entreprises à qui on impose la PDP parce qu'ils font partie d'un groupe. Donc on sait qu'on va se retrouver confronté à des cas de figure où il faudra être en mesure de dialoguer avec d'autres outils. Et il est important d'avoir un des trois formats de base qui est en mesure d'accepter la PPF, puisque de toute façon les PDP vont traiter les trois, et ça nous permettra de pouvoir dialoguer très facilement avec n'importe quel PDP. Et ça, c'est un des points clés. On sait qu'on se doit d'être ouvert. On a même théoriquement la possibilité d'avoir une PDP pour couvrir une partie de la clientèle ou une activité, et une autre PDP pour autre chose. Donc, au sein même d'une entreprise, on pourrait se retrouver dans un cas de figure où on peut avoir plusieurs PDP. Donc, il faut qu'on soit capable de traiter ces sujets-là. Alors, si on se projette sur ce schéma-là, ce schéma met en évidence les échéances qui arrivent, et vous avez en dessous de la barre qui donne la timeline, les éléments que nous avons faits, c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs, hein, ce qui est vert, ce qui est fait, et ce qui est en train d'être fait, et ce que nous allons à faire. Ce que nous avons à faire. Donc la phase 1, effectivement, pour moi, c'est ce que j'appelle parler nativement FactureX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va émettre naturellement une facture X. Aujourd'hui, lorsqu'on émet une facture dans le cas de la signature électronique et de la démat de la facture sortante, on sort un PDF et on génère un flux XML associé, séparé, qui peuvent être transmis vers un tiers de confiance pour signer cette facture et la transmettre au client. Demain, bah, on sortira plus ce truc-là, on sortira un PDF FactureX, qui est un PDF /3, qui est donc, comme je le disais, un PDF accompagné d'un flux XML. Et bien entendu, on traitera aussi, via le Data Hub, qui est là pour traiter les factures fournisseurs qui arrivent, ben, des factures fournisseurs qui arriveraient en format FactureX. Et même si une facture a été émise en UBL, en C2I, en Edifact, peu importe, en passant par une PDP, on pourra la récupérer dans un format interprétable, ou même en passant par la PPF, on pourra la récupérer dans un format exécutable, donc en l'occurrence pour nous, le FactureX, qui sera notre format de dialogue natif. Ensuite, sur la phase 2, c'est les communications PDP. Donc ça, c'est un sujet qui ne peut pas encore être testé. Alors si jamais quelqu'un vous raconte que lui, c'est déjà fait, on communique, non.
peut-être que certains fonctionnent comme nous, c'est le cas déjà, par exemple, avec Dokun News, on fonctionne déjà sur des connexions avec des gens qui sont des candidats PDP pour demain. Par contre, ils sont en train de faire les développements puisque toutes les spécifications techniques sont quand même relativement récentes et tous les développements sont en train d'être faits pour être capable de communiquer avec la PPF, d'être capable d'envoyer des éléments du reporting. Et donc, on sera plutôt sur une phase deuxième semestre à travailler sur ces sujets et sur le début de 2024. D'ailleurs, les phases pilotes avec la PPF, elles vont démarrer que le 1er décembre 2023. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait demain, mais presque. Donc, notre objectif, effectivement, c'est que sur le premier trimestre de 2024, on puisse être bon sur ces sujets-là, avec une volonté de pouvoir valider déjà nos pilotes sur le deuxième trimestre et la fin de 2024. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que on a une ambition assez forte qui serait de permettre à ceux qui le souhaitent d'être en mesure d'émettre et de réceptionner des factures dématérialisées au 7 juillet. Mais il faudra qu'on soit prêt sur le reporting et ça, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, on vous tiendra informé en temps et en heure, mais on aimerait quand même permettre à tous ceux qui veulent anticiper et pas attendre les échéances de 2025 ou de 2026 de pouvoir anticiper sur le sujet et d'être prêts pour pouvoir effectivement émettre et recevoir, sachant que l'obligation de recevoir, de toute façon, elle est là. Alors, par rapport à tout cela, il y a quand même quelque chose de très important à rappeler, hein, c'est qu'il y a quand même presque 4 millions d'entreprises qui vont faire évoluer leur système d'information et que tout le monde sera peut-être pas servi à temps. Alors, ok, 2026, c'est pas demain, ça peut se faire plus tard, je sais bien, mais il y a quand même cette échéance du 1er juillet 2024, faut pas la perdre de vue. Et puis, il y a déjà aujourd'hui une offre qui existe, donc ça on va en parler juste après. Et le fait d'être déjà actif en utilisant des fonctionnalités de démat, de flux entrant, de flux sortant, ben, quelque part vous vous préparez à cette réforme, parce que quelqu'un qui émet ses factures aujourd'hui et qui fait déjà de la signature électronique, du tiers de confiance et de l'archivage à valeur probatoire, au travers d'un opérateur qui va devenir une PDP, il est garant demain que juste en faisant évoluer ce qu'il faut, ben, il aura directement la connexion à la PDP et ça ne changera rien sur son mode de travail, à part qu'au lieu de sortir un PDF et un flux XML séparés, ben, ce sera une facture X, mais toute la transmission sera entièrement automatisée. Et puis demain en plus, ce qu'il y aura, c'est ben, quand il va émettre sa facture et que ou qu'il va recevoir une facture et qu'il va la régler, ben, en plus les éléments seront transmis, donc il y aura le suivi du cycle de vie qui sera intégré dans le RP. Alors pour ça, effectivement, on a prévu quelque chose. Tu veux prendre la parole là-dessus, Christian? Alors juste avant, là, tu as une petite réaction sur les Oui. pilotes, sur l'obligation de recevoir à juillet 2024, si c'est pas un peu tendu d'avoir les pilotes juste Alors, début. oui, l'histoire de pilote, quand je dis pilote, c'est identifier les gens qui seront acteurs sur l'ensemble de la chaîne et qui voudront travailler avec nous sur le sujet. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, il va y avoir des phases pilotes qui vont pouvoir être faites au travers des PDP et de la PPF. On ne sait pas, nous, si on va pouvoir rentrer dans la boucle. On sait par exemple que, je sais pas, moi j'ai assisté à une webconf de la DGFiP, il y a des gens de Saint-Gobain qui ont dit on veut absolument être pilote. On se doute bien que des gens comme ça vont avoir un pouvoir et vont être prioritaires, notamment par rapport à l'échéance que l'émission des factures les concerne directement à ce moment-là. Peut-être que nous, on n'aura pas la possibilité de rentrer dans cette boucle-là. C'est des suppositions, c'est ce qu'on espère. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire au travers de l'excellent lien qu'on a mis en place depuis des années avec Dokun. On aimerait bien réussir à rentrer dans la boucle et peut-être que même au travers de notre activité ou de celle de Dokun, de voir dans nos échanges à nous déjà, de voir si on arrive à passer et à faire les tests sur toutes ces plateformes. C'est une supposition, c'est un pari, on verra. Mais je peux pas vous garantir ça aujourd'hui. Après, sur la partie obligation de réception des factures électroniques pour tous, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement de bout en bout dématérialisé. Oui. Vous recevez la facture et puis après, vous pouvez avoir encore un traitement derrière qui est un traitement manuel. Si c'était ça la question, c'est simplement que jusqu'à aujourd'hui, même si vous émettiez vos factures, vous ne pouviez pas imposer à tous vos clients de forcément accepter que des factures électroniques.
et certains vous disaient de continuer à envoyer des factures peut-être papier. Là, demain, en juillet 2024, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter la facture électronique. Après, s'ils veulent la traiter encore manuellement, l'imprimer et la traiter comme ils veulent, c'est encore leur choix. Et effectivement, quand Xavier Lagab pose la question sur oui, mais nos obligations de réception, c'est une obligation de réception. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire je ne veux pas de facture dématérialisée. Si votre facture elle arrive, mais par contre vous pouvez dire je le veux et en facture X. À ce moment-là, si vous êtes à jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre data hub vous intègre votre facture fournisseur directement. Et là, vous rentrez dans la logique workflow, validation, rapprochement, tout ce qui se fait côté ERP. Par contre, vous pouvez aussi imprimer ça sous forme papier et la traiter manuellement à cette date-là. La seule chose, c'est que vous pouvez pas refuser et dire à votre client non, je suis désolé, moi je veux un PDF bête et méchant par mail ou ou une facture par courrier. Ça, on peut plus. On ne peut plus refuser une facture dématérialisée à partir du 1er juillet 2024. Mais derrière, on peut la traiter comme on veut. Soit on est à jour et du coup, et qu'on a anticipé parce que accepter les factures dématérialisées côté fournisseur, c'est numériser une partie de la chaîne comptable, c'est des changements d'organisation, on passe de parapheur papier à une organisation avec des workflows, des valideurs, on accélère les choses, on accélère les mises en litige, enfin il y a plein de choses, on peut faire des demandes d'avoir, on peut déclencher plein de choses qui existent dans l'outil, mais ça nécessite bien sûr un accompagnement puisque l'outil va pas mettre en place l'organisation. Donc il faut changer les habitudes et l'organisation pour pouvoir mettre en place ce genre de choses, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez tranquillement anticiper d'ici là. Et si vous êtes prêt de ce côté-là, demain, au lieu de traiter une facture papier qui arrive, qui est numérisée et qui passe par un opérateur comme Use qui vous sort toutes les informations et les métadonnées de la facture pour les intégrer dans le data hub, ça arrivera direct, facture X, boum, hop, ça rentre et la facture pourra être prête à être traitée dans le flux comptable. Donc ça a de l'intérêt d'anticiper. Moi c'est le mot que je répète régulièrement. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de raison. On n'est pas en face du fameux bug de l'an 2000 pour ceux qui l'ont connu. Bon, je fais partie. Par contre, ouais, le fait d'anticiper, de se préparer, c'est mieux, notamment sur la facture entrante. La facture sortante, c'est tout de suite l'émission. Ça semble plus simple puisque on émet une facture et finalement, j'allais dire entre guillemets, elle part toute seule vers le bon destinataire. La facture entrante, c'est autre chose. Et même pour être plus clair sur ce qui est marqué en dessous pilote, c'est pas le pilote de nous être au point pour traiter de la facture électronique entrante en important du facture X. Vous voyez bien que le facture X et l'intégration via le data hub de facture X a lieu sur 2023. C'est pas dans la case pilote que ça a lieu. Ça a lieu bien en 2023. Donc les versions qui sortiront, alors là je suis pas sûr qu'on avait communiqué exactement, c'était mais c'est la version de novembre qui habituellement sort en 2023. Elle sera ready pour aller intégrer du Facture X via Data Hub et que vous puissiez vous traiter ce flux vraiment complètement dématérialisé des factures entrantes. C'est pas la colonne pilote où là on vous livre quelque chose. C'est bien novembre. D'ailleurs ça a fait c'est une intro au schéma qui est juste après, du coup Vincent. Donc ce qu'on a annoncé lorsqu'on a fait notre tour de France, alors il change de nom chaque année, là c'était les Divalto Talks, qui avait lieu pour une fois, il me semble-t-il que c'était en octobre de l'année dernière, et je vous l'annonce tout de suite, auront lieu de nouveau en mai de cette année. Et on fera d'ailleurs 6 dates. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une interface ou en tout cas des informations là-dessus, mais il est prévu qu'on aille à Strasbourg, à Paris, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, je crois. Sur ces 6 dates-là, on vous représentera tous ces éléments, mais on avait déjà présenté ça lors du Divalto Talk de fin d'année dernière, et on a annoncé que ces fonctionnalités-là qui vont sortir dans la prochaine version qui serait la 10.11 ou quelque chose, on va aller quelque part descendre ces fonctionnalités-là et on fera en sorte que tous nos clients qui ont fait le choix de basculer au moins sur la version 10.7 de l'ERP Divalto Infinity dans notre SaaS auront accès à cette offre qu'on vous fera, une offre packagée SaaS PDP, prête à l'emploi, avec tout ce qu'il faut dans l'ERP et tout ce qu'il faut comme service chez le PDP. Et
et voilà. Donc ça, c'est déjà notre première réponse. Si vous voulez anticiper quelque part le sujet, vous aurez donc du coup la possibilité sur le SaaS d'avoir cette plateforme. Sur la partie on-premise, puisqu'il y a la question, aujourd'hui, j'ai pas encore de réponse à vous donner sur quelle forme, sous quelle forme on vous fera l'offre. Peut-être qu'il faudra que vous alliez vous-même souscrire à un PDP et qu'il y aura des outils que vous devrez connecter avec le PDP. En tout cas, ça sera vraisemblablement moins simple, alors que cette offre packagée qu'on indique dans le SaaS, nous, on se charge de tout. Oui, mais c'est sûr qu'on va pas les laisser sur le chemin. Non, non, on a encore énormément de clients qui sont soit installés chez eux, soit hébergés. Vous aurez une solution, vous inquiétez pas. Néanmoins, le message qu'on voulait vous donner, c'est la version, enfin la version qui fait un peu pivot, c'est cette version 10.7. Alors la question sur le SaaS, alors on a fait un webinaire mardi sur le sujet. Je pense qu'on va en refaire une autre. C'est la version où on loue, enfin quelque part, vous avez accès à l'ERP sur notre plateforme et vous louez le service. Enfin, vous avez le logiciel en location de service, quoi. Donc du coup, quelque part, vous allez pas avoir besoin de l'installer chez vous ou l'installer chez un hébergeur. Vous avez accès via donc du coup un paiement annuel à ce service utilisateur avec tout un tas de d'autres services comme le maintien en condition, comme du support, etc., etc. Mais ça, on pourra en reparler une prochaine fois, mais c'est ça la partie SaaS. Juste pour faire simple, hein, peut-être que chez vous, vous aviez jusqu'à maintenant Office en version installée avec Exchange, vos boîtes de messagerie, etc., qui étaient installées sur votre infrastructure. Eh ben, le SaaS, c'est le Office 365 où vous payez un abonnement et vous avez accès à un service qui vous donne droit au logiciel, au maintien en condition de ce logiciel et à un certain niveau de support. Ouais, Voilà. la formation va durer encore, la webconf, 3-4 minutes, hein, maximum 5 minutes. C'est juste pour vous rappeler qu'il existe aujourd'hui des offres sur la partie des maths qui vous permettraient d'anticiper. Sur une version, Bertrand, tu demandes sur une version avant la 17, vous préconisez quoi? Bah, on préconise de migrer vers une version 10.7. Pour la partie on-prem, ce qu'il faut absolument déjà voir, c'est s'assurer qu'on a un on-prem bien ouvert, puisque derrière, tous les dialogues qui vont se faire avec les PDP vont se faire exclusivement avec des plateformes SaaS, hein. Il n'y aura rien installé on-prem. Alors si, il peut y avoir des opérateurs de démat qui font des petites installs de solutions on-prem, mais après derrière, comme le disait Christian, ça va être de la connexion marteau-burin, hein. Donc ce qu'il faut, c'est avoir vraiment une version on-prem installée avec un serveur HTTP qui permette de dialoguer avec l'extérieur. Bon, ça c'est des choses techniquement. De toute façon, on reviendra sur ces sujets, mais simplement, ce sera plus compliqué à mettre en œuvre que lorsque ce sera dans le cloud, ce sera relativement fluide. Ce qu'on a prévu d'ailleurs avec Vincent, mais on arrive quasiment à la fin du webinaire, c'est que on ait des webinaires de ce type-là un peu enfin, quasi tous les mois ou toutes les 6 semaines pour vous tenir au courant de comment on avance. Voilà. Par contre, alors je crois que si tu avances, je crois qu'après c'est Ouais, l'anticipation. ouais. C'est ça? Tu voulais partir Oui, sur les t'as peut-être webinaires un petit directement? mot, et après peut-être juste aller directement sur la conclusion hein, des webinaires. D'accord. Tu voulais toucher un mot sur le slide d'avant ou Juste pour répéter, et vous retrouverez sur notre portail documentaire tout ce qui va bien, mais vous avez aujourd'hui une offre pour les factures clients, pour rentrer dans une logique de dématérialisation. En l'occurrence, bon là, je parle de Dokun qui est notre partenaire de prédilection et qui sera PDP demain. Nous avons toute la partie qui traite la diffusion workflow, l'enregistrement de la piste d'audit fiable côté facture fournisseur. Donc ces deux offres, vous pouvez les voir en détail effectivement sur des webinaires à venir. Vous avez ici les dates et on vous transmet bien sûr. Je crois que vous avez dû avoir les informations. Là, il y aura une présentation qui sera faite sur un focus sur chacune de ces offres. C'est important d'anticiper, comme je vous le disais, notamment sur le fait que le fait de se préparer sur le sujet, demain, la migration sur la PDP sera pratiquement naturelle. Ce sera juste une mise à jour éventuellement
sur un service pack ou sur une version pour pouvoir bénéficier des nouvelles Web API parce que voilà, il y a des changements dans les modes de dialogue avec les PDP par rapport aux opérateurs de démat tels qu'on les connaît, ça change un petit peu, mais voilà, et puis tout ce qui est transmission des informations de paiement aussi, qui sont des flux qui seront un petit peu différents. Voilà. Juste peut-être ton dernier slide là sur les voilà, puis sur si les vous sources voulez, d'infos. Alors, on vous transmettra un lien dans lequel il y aura ce support-là, la rediff, donc le replay, vraisemblablement aussi peut-être un ou deux documents supplémentaires, l'accès peut-être à ce fameux livre blanc que vous pourriez aller chercher chez Dokun. On a parlé plusieurs fois de Dokun, qui est un des partenaires avec qui on discute, mais on en discute avec d'autres. Bien évidemment, vous avez, vous, le choix du PDP que vous voulez utiliser ou des PDP que vous voulez utiliser dans vos sociétés. C'est simplement que nous, on est en train de packager une offre complète où vous aurez quasi rien à faire, juste dire que vous la voulez, puis on l'activera. Dans l'outil en lui-même, l'ERP, ben, on intégrera tout ce qu'il faut pour pouvoir ingérer du FactorX, notamment dans le data et pour pouvoir en émettre. Par contre, juste pour finir, il y a un point extrêmement important, c'est qu'il y a des versions qui ne sont plus sous maintenance à l'heure actuelle de notre ERP. Je parle notamment des versions 6 et 7. D'ailleurs, la 7.5e arrive bientôt en fin de maintenance cette année. Là, il est évident que il va falloir bouger pour pouvoir être sur une version maintenue et obtenir toutes ces capacités nouvelles dont je vous parle. Voilà. Donc, s'il y a un message, en tout cas, si vous êtes déjà sur la 10, vous aurez des choses. Si vous êtes sur la 10 en SaaS, alors là, c'est parfait. Vous aurez accès à notre offre privilégiée et packagée. Sachez qu'il y a encore un peu de temps, mais en tout cas, parce que si vous êtes sur des très anciennes versions de l'ERP, il est urgent d'avoir une discussion avec votre partenaire intégrateur pour faire une mise à jour, pour être conforme à cette réforme qui nous a imposée par le gouvernement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y avait l'adresse email aussi tout au départ du PowerPoint. Vous la retrouverez sur les liens de téléchargement. Si vous voulez qu'on aborde tel ou tel sujet ou parler de SaaS ou autre, envoyez-nous un petit mail. On rajoutera des webinaires ou on fera du one-to-one selon les cas pour quelque part en discuter avec vous. Sur le webinaire du SaaS de mardi, le replay est déjà disponible normalement sur notre site. Si vous allez sur YouTube, vous faites une recherche d'Ibalto et normalement la dernière vidéo qui est diffusée, c'était celle de mardi. Voilà. Il me reste à remercier énormément Vincent, avec qui on a des échanges maintenant réguliers sur ce sujet-là. Vous souhaitez donc un bon appétit, une bonne journée, et puis un petit mot pour la fin pour toi, Vincent. Juste pour vous conforter, pour vous dire que c'est notre sujet prioritaire 2023-2024. C'est celui qui est au top de la liste, c'est la démat des factures. Parce que là, on peut pas rater ces échéances, il n'y a pas le choix. Donc soyez rassurés sur le fait que c'est vraiment notre préoccupation principale au niveau de la R&D. Voilà. Et puis, je suis à votre disposition. Il y en a quand même certains qui me connaissent et qui peuvent me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Mais comme l'a dit Christian, on va essayer de vous donner de la visibilité sur notre avancement sur le sujet, pour notamment avec toutes les installs on-prem, puisque c'est un sujet qui est complètement ouvert. Voilà. Merci bien. À bientôt. Au revoir.